Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. L'armée israélienne a mené une série de frappes contre plusieurs secteurs du sud du Liban, quelques heures après avoir lancé des appels urgents à l'évacuation de zones qu'elle affirme utilisées par le Hezbollah. Peu avant les attaques, le porte-parole arabophone de l'armée, Avichai Adra'i, avait publié sur X une première notice d'évacuation visant les localités de Jbar et Mahrouna. Les habitants y étaient exhortés à quitter immédiatement les bâtiments identifiés sur des cartes diffusées par l'armée, ainsi que les structures environnantes, et à s'éloigner d'au moins 300 mètres. Selon un communiqué militaire, les frappes ont ciblé des infrastructures militaires du Hezbollah autour de Jbar et Mahrouna, l'armée israélienne accusant le parti chiite de tenter de rétablir sa présence dans ces localités situées dans le district de Tyr. Peu après cette première salve, l'armée a diffusé une seconde alerte, cette fois en direction des villages de Majdal et Barachit, appelant à nouveau les civils à quitter les zones désignées comme potentiellement visées. Les bombardements surviennent au lendemain d'une rencontre entre responsables civils libanais et israéliens lors d'une réunion de l'organisme de surveillance du cessez-le-feu, entré en vigueur il y a un an après une guerre meurtrière entre Israël et le Hezbollah. Lors de la séance du Conseil des ministres qui s'est tenue au palais présidentiel de Baabda, le président Joseph Aoun a évoqué la situation au Liban Sud et il a assuré qu'il n'y a pas d'autre choix que la négociation. Le Conseil a également été informé du contexte de la nomination de l'ambassadeur Simon Karam et de son entrée au comité de surveillance du cessez-le-feu. Le cabinet devait examiner un ordre du jour composé de 20 points, dont le principal est la présentation par le commandant en chef de l'armée du 3e rapport mensuel sur l'avancement du plan visant à réserver l'usage des armes à l'État, conformément à la décision du gouvernement du 5 août. En Irak, une erreur administrative a provoqué une tempête politique. Le Hezbollah et les Houthis sont apparus par inadvertance sur une liste officielle de la Banque centrale liée au terrorisme. La Banque centrale irakienne parle d'une erreur, un retrait est en cours et le Premier ministre ordonne une enquête urgente, une affaire sensible dans un pays qui tente de ménager ses relations avec Washington sans froisser Téhéran. Une simple publication qui a mis le feu aux poudres. Le 17 novembre, le journal officiel d'Irak publie une liste de groupes dont les avoirs doivent être gelés pour activités terroristes. Parmi eux, le Hezbollah et les Houthis du Yémen, deux alliés majeurs de l'Iran. Une décision explosive que la Banque centrale déclare aujourd'hui être une erreur. Dans un document consulté par l'AFP, la Banque centrale ordonne le retrait immédiat des paragraphes concernés. Le comité n'a pas approuvé le gel des avoirs, écrit-elle, demandant la publication d'une version corrigée. Le Premier ministre Mohammed Shia al-Soudani exige, lui, une enquête urgente pour déterminer l'origine de la bévue. L'annonce initiale a déclenché la colère des partis proches de Téhéran. Hossein Mounis, chef d'un bloc parlementaire lié à Kataeb Hezbollah, dénonce un gouvernement faible et sans dignité. Pour ces groupes, être placés sur une liste antiterroriste par leur propre État est perçu comme une humiliation. Derrière l'affaire, une réalité plus profonde, l'Irak navigue entre deux pôles d'influence. D'un côté, l'Iran et son axe de la résistance, où figurent le Hezbollah, les Houthis et les groupes armés irakiens. De l'autre, les États-Unis, qui veulent tarir le financement du Hezbollah, sanctionnent des réseaux irakiens liés à Téhéran et pressent Bagdad de désarmer les milices pro-iraniennes. À Daraya, en Syrie, des milliers d'exilés reviennent pour tenter de reconstruire une ville détruite par des années de siège et de combats.
Parmi eux, l'artiste Bilal Shorba et d'anciens habitants qui redécouvrent leurs rues, leurs maisons et leurs souvenirs parfois bouleversés, souvent méconnaissables. Un reportage sur une ville qui renaît lentement entre douleur, mémoire et espoir. Daraya, banlieue de Damas et symbole de la révolution syrienne, revit doucement. Après la chute du régime en 2024, les exilés reviennent et découvrent une ville à reconstruire pierre par pierre. Parmi les revenants, Bilal Shorba, surnommé le Banksy syrien. Il retrouve ses graffitis tracés clandestinement pendant le siège, certains miraculeusement intacts malgré les années de bombardement. Bilal dit ému: « Ces murs ont survécu, nous aussi. C'est une petite victoire. » Daraya fut la seule ville totalement vidée de sa population. 250 000 habitants avant-guerre, zéro entre 2016 et 2019. Aujourd'hui, près de 200 000 personnes seraient de retour selon les autorités locales, déterminées à rebâtir leurs maisons ou ce qu'il en reste. La reconstruction est titanesque. 65% des bâtiments sont détruits. Aucun des 4 hôpitaux n'est opérationnel, un quart seulement des puits fonctionne. Dans ce paysage, des ateliers rouvrent, des équipes de volontaires réparent des pompes à eau, rebâtissent des façades. Parmi les revenants, le docteur Hussam Jamous, exilé 10 ans en Jordanie. Il rouvre un cabinet dans une rue criblée d'impacts et soigne déjà plusieurs centaines de patients. Dans les écoles aussi, les défis sont immenses. Manque de professeurs, classes surchargées, enfants rentrés de l'étranger ayant besoin de réapprendre l'arabe. Au cimetière de Daraya, un travail de mémoire se poursuit. 421 tombes ont été restaurées grâce à des photos sauvées avant l'exode. Pour de nombreuses familles, la quête de sépulture reste douloureuse. Dans les rues dévastées, les habitants reconstruisent, réapprennent, réinventent leur ville. Une renaissance fragile portée par des exilés qui veulent transformer les ruines de Daraya en un nouvel avenir. Aux États-Unis, Donald Trump affirme que Vladimir Poutine veut mettre fin à la guerre en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff. Ce dernier doit retrouver en Floride le négociateur ukrainien Rustem Umerov alors que l'Assemblée générale de l'ONU vient d'exiger le retour des enfants ukrainiens transférés en Russie. Une intense activité diplomatique sur fond d'avancées militaires russes. À Washington, Donald Trump se veut optimiste. Le président américain assure que Vladimir Poutine veut mettre fin à la guerre après une rencontre de 5 heures mardi à Moscou entre le chef du Kremlin et son émissaire, l'homme d'affaires américain Steve Witkoff. Une déclaration qui intervient alors que les combats se poursuivent en Ukraine. Steve Witkoff n'en restera pas là. Il doit rencontrer en Floride, près de Miami, le négociateur ukrainien Rustem Umerov, accompagné du gendre du président américain Jared Kushner. Washington veut pousser Kiev et Moscou à examiner son plan de paix remanié ces derniers jours en consultation avec les Ukrainiens. Mais sur le terrain, la réalité complique les pourparlers. L'armée russe affirme avoir pris la ville stratégique de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Des sources ukrainiennes confirment que de larges zones sont contestées, mais parlent de combats urbains acharnés et accusent Moscou de désinformation. À Bruxelles, lors d'une réunion en présence d'Umerov, plusieurs membres de l'OTAN, notamment la Norvège, la Pologne et l'Allemagne, ont annoncé près d'1 milliard d'euros d'armement américain pour renforcer l'armée ukrainienne. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que l'Ukraine doit être dans la position la plus forte possible avant toute négociation. Volodymyr Zelensky, lui, demande de maintenir la pression sur Moscou. À New York, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution exigeant le retour immédiat des enfants ukrainiens transférés ou déportés en Russie. Le texte, non contraignant, a été approuvé par 91 pays. Kiev accuse la Russie d'avoir enlevé environ 20 000 enfants depuis 2022. Moscou dément et parle d'accusations mensongères. Le Kremlin affirme rester prêt à poursuivre les contacts avec Washington autant que nécessaire. Mais Vladimir Poutine
a accusé cette semaine les Européens de vouloir empêcher les efforts de paix, avertissant qu'ils répondraient à toute escalade. Des propos jugés dangereux par Londres. Entre optimisme affiché, pression militaire et vote de l'ONU, les négociations restent fragiles. La rencontre en Floride entre Steve Witkoff et Rustem Umerov pourrait marquer une étape, mais rien ne garantit pour l'instant un véritable tournant vers la paix. Au Sri Lanka, le passage du cyclone Ditwa a provoqué l'une des pires catastrophes naturelles depuis le tsunami de 2004. Dans les collines de Kandy, des villages entiers ont été ensevelis sous la boue, transformés en cimetières à ciel ouvert. Les survivants racontent l'horreur et tentent de sauver ce qu'il reste de leur vie. Dans les collines verdoyantes de Kandy, Hadabima n'existe plus. En quelques minutes, le torrent de boue déclenché par le cyclone Ditwa a emporté le village et 24 de ses habitants. Une semaine plus tard, il ne reste que des ruines et des familles brisées. Parmi les survivants, Adish Kumaran, 41 ans, a échappé de justesse à la mort. Il tentait de sauver un voisin lorsque la deuxième vague de terre l'a submergé. Il raconte qu'il venait aider et on a été balayé. On a sorti 6 corps, on ne peut plus vivre ici. Il raconte qu'il venait aider et on a été balayé. On a sorti 6 corps, on ne peut plus vivre ici. Le cyclone Ditwa a frappé tout le Sri Lanka. Le dernier bilan fait état de 480 morts et plus d'un demi-million et demi de sinistrés, la catastrophe la plus meurtrière depuis le tsunami de 2004. Les plantations de thé autour de Kandy, poumon économique du pays, sont dévastées. Les autorités évoquent 25 000 maisons détruites et un coût de reconstruction estimé à plus de 6 milliards de dollars. Un effort colossal pour un pays qui se relève à peine de la crise économique historique de 2022. Dans la plantation voisine, Maria Sivakumar a tout perdu. Sa maison menace de s'effondrer et les vêtements, livres et fournitures scolaires de ses 3 enfants ont été engloutis. Elle se plaint. Je ne sais pas comment tenir jusqu'à ce que l'aide arrive. Nous n'avons plus rien. À quelques kilomètres, à Gampola, les habitants tentent déjà de nettoyer les rues. Dans une mosquée, 650 familles ont trouvé refuge. Une semaine après le passage du cyclone, le Sri Lanka tente de panser ses plaies. Entre villages rayés de la carte, familles endeuillées et infrastructures ravagées, la reconstruction sera longue. Et pour beaucoup d'habitants, c'est un combat quotidien pour simplement recommencer à vivre. Et enfin, une note positive. Quand la différence devient une force et le handicap un moteur d'inspiration. Les IDAFA Awards ouvrent à Beyrouth un espace de dialogue, de reconnaissance et d'espoir. À Beyrouth, le lancement des IDAFA Awards réunit acteurs culturels, responsables et personnalités médiatiques autour d'un même objectif, faire l'inclusion une réalité et non un simple slogan. Placée sous le thème « Don't Dismayability », cette rencontre met en lumière les parcours de personnes de détermination et leur place dans la société. Une initiative portée par le fondateur et président du festival, Sam Joseph Saad, qui ambitionne de faire des IDAFA Awards une plateforme permanente de visibilité, de reconnaissance et de changement de regard. Au cœur de cette rencontre, un hommage est rendu à l'artiste Mary Khouri, figure emblématique de courage et de résilience. À travers la diffusion de reportages retraçant son parcours inspirant, le public découvre l'esprit profond du festival, transformer les épreuves en lumière et les différences en force collective. Les tables rondes réunissent des administrateurs de médias, des représentants du monde éducatif, des artistes, des experts et plusieurs personnalités publiques, notamment la PDG de Télé-Liban, Dr Elissar Nadaf Jaja. Ensemble, ils abordent les responsabilités partagées dans la répartition du handicap et les actions concrètes nécessaires pour renforcer l'inclusion. La cérémonie des IDAFA Awards se tient vendredi, venant couronner cette dynamique d'échange et d'engagement. Elle met en avant des parcours inspirants et des projets qui contribuent à bâtir une société plus juste et plus humaine. Alors que Beyrouth se prépare à accueillir ces moments forts, un message résonne déjà. Le handicap n'est pas une frontière, mais une part précieuse de la diversité humaine. Les IDAFA Awards s'affirment ainsi comme un rendez-vous indispensable, où culture, droits humains et dignité se rencontrent pour dessiner un avenir plus inclusif.
C'est ici que s'achève ce journal. Merci de suivre nos réseaux francophones. Bonsoir.